Bienvenue dans le sixième monde. Après le précédent chapitre, certaines questions doivent vous venir. Cette fois-ci, on va répondre à celle des métatypes, ou les races si vous préférez. Déjà, elles ne sortent pas de nulle part. La génétique les concernant était surtout perdue au milieu du génome humain, attendant que les niveaux de magie du monde redeviennent suffisants pour se manifester. Un plan au milieu d'un autre plan si vous voulez. Accordons-nous bien, les traits présentés par la suite sont majoritaires parmi les métatypes, mais en aucun cas un absolu. Bien des individus vont à l'encontre des normes et c'est même une bonne raison de finir dans les ombres. Sont listés également les variants des métatypes, mais ils ne seront présentés que si vous me posez la question. Commençons par les nains. Pour ce qui est du plus petit des métatypes, il faut admettre que c'est celui qui a trouvé le plus facilement moyen de s'intégrer. Après tout, ils étaient déjà là avant l'éveil, leur patrimoine n'était juste pas pleinement exprimé. Du coup, les nains de nos jours sont petits, solidement bâtis et plutôt résistants aux toxines et maladies. Les hommes affichent quant à eux une bonne pilosité faciale. Être nain, c'est savoir que le monde sera toujours trop grand pour vous. Jamais construit à votre taille et qu'il faudra s'adapter ou créer à votre échelle. Un nain, du coup, devra toujours plus travailler que des homologues au même poste pour atteindre les mêmes résultats, ce qui en a fait des travailleurs reconnus et appréciés, voire même valorisés par certaines corporations. Malgré ce favoritisme éventuel, les nains préfèrent faire affaire entre eux avant tout, car un nain digne de confiance ne revient pas sur sa parole et respecte toujours ses accords. C'est sur cette fermeté de caractère et cet attachement à la confiance que se construit la communauté naine en s'affranchissant des barrières et des nations. Les nains forment donc une communauté globale qui est la résultante des réseaux individuels dans lesquels ne sont conservés que les nains dignes de confiance. Les nains attachent une grande importance à la confiance et à leur réseau, même s'ils n'ont pas rencontré tous les membres de celui-ci. Il est une légende urbaine qui dit que l'on n'est qu'à 6 intermédiaires nains de n'importe lequel d'entre eux dans le monde. Les autres races tendent à cantonner les nains au rôle technique, de mécanos, d'artisans, de conducteurs. Mais il faut reconnaître qu'à force de recevoir des boîtes à outils en étant enfant, une construction sociale s'est faite sur le métatype. À cause de cela, les nains ont facilement l'impression d'être sous-estimés par le monde, et nombre d'entre eux ont eu en tête de prouver le contraire dans bien des domaines. Pas mal d'innovations scientifiques ont du coup été faites par des nains. Pour ce qui est des ombres, peu importe le rôle que remplit un nain, il vous fera comprendre par son travail que vous ne pouvez le sous-estimer qu'une fois. Les nains font environ 1m80, pèsent aux alentours de 55 kg, ont une vision thermographique et un avantage pour résister aux toxines. Il existe 5 variants en métatype des nains. Les Ménéounés qui viennent d'Hawaï, les gnomes que l'on trouve principalement en Europe, les Koborokuru qui viennent du Japon, les Douindés aux Philippines et les Harumen qui viennent d'Inde. Les nains occupent un tout petit peu plus de 5% de la population mondiale. Maintenant causons de ceux qui sont arrivés en même temps qu'eux, les elfes. Posons les bases. Les elfes sont généralement plus grands que les humains, ont des traits de plus fins que ce soit de visage ou de corps, mais ne sont pas plus faibles. Ils sont un peu plus légers cependant et donc plus agiles. Ils ont peu de pilosité faciale et corporelle, souvent des longs cheveux épais. Il n'est pas étonnant qu'ils soient considérés comme plus désirables par les autres métatypes, et logiquement cette désirabilité les a aidés à s'intégrer à bien des niveaux de la société. Partout où l'on a besoin d'un visage qui présente bien, l'on tend à trouver des elfes. Que ce soit en politique, dans les médias en tant que présentateur ou acteur, dans les postes d'accueil de clientèle, de support ou de ressources humaines. Et bien évidemment, même en bas de la société, ils sont là. On trouve donc bien plus d'elfes dans le milieu de la prostitution que n'importe quelle autre race. Soyons clairs, les elfes sont désirables et ils le savent. Ils ont franchi allègrement les portes que cela leur a ouvertes. Ils ont donc obtenu des places de choix pour influencer la société. Mais cela n'est pas sans contrepartie. Il y a aussi une part de fétichisation qui en a rebuté plus un. Une jalousie s'est également développée. Surtout chez les orques et les trolls qui ne pouvaient que rêver de voir ces mêmes portes s'ouvrir à eux. Également chez les humains bien sûr, à maintes reprises des elfes se sont vus refuser des emplois ou des promotions, ne serait-ce que pour les faire redescendre au niveau de ceux qui galèrent pour avancer. C'est en partie pour ces raisons que les elfes ont tendance à s'isoler, à préférer rester entre eux et que l'on trouve souvent dans les métropoles des quartiers uniquement elfiques. Il faut bien mentionner également que les elfes ont formé 2 nations elfiques en Occident, une en Afrique et qu'il y a même un duché en Allemagne à majorité elfe. Dans ces endroits, les elfes ont pu cultiver plus aisément une culture et un langage, ainsi que vivre avec moins de préjugés. Néanmoins, ne pas y réussir y est du coup encore plus mal vu qu'ailleurs, car pour beaucoup, naître avec autant d'avantages rend encore plus inconcevable l'idée d'échouer socialement. Et même si la vie d'un non-elfe ne devrait pas être pris en compte, il y aura toujours un de vos semblables pour vous rappeler que vous auriez dû faire mieux. Le plus humiliant encore, c'est quand un poseur vous le rappelle, en spirituel, la langue elfique. Les elfes ont une longue espérance de vie, ce qui a mené beaucoup de recherches sur leur espèce et posé beaucoup de questions d'éthique. Les elfes ont environ 1m90, autour de 80 kg, ont une vision nocturne et des oreilles pointues. Il existe 5 variants aux elfes. Les Dalakitnon qu'on trouve aux Philippines, les Dryades un peu partout dans le monde, les Nocturna en Europe et Amérique du Nord, les Wakiambi en Afrique et les Xapiritepe en Amazonie.
les elfes occupent environ 15% de la population mondiale. Entrons maintenant dans la discrimination, la vraie, parlons des orques. Les orques ont une taille proche de celle des elfes, mais sont bien plus proches du culturiste que de la brindille. Ils ont eux aussi des oreilles en pointe, même si c'est moins prononcé. A l'inverse, ce qui s'est bien prononcé chez eux, ce sont leurs canines, qui se sont développées au point de former des défenses au milieu de la mâchoire. Les orques ont une apparence clairement déplaisante aux humains. A l'inverse des elfes, ils furent mis de côté et souvent violemment. Ils furent forcés de devoir mendier leur place dans la société ou la prendre par la force. Du coup, beaucoup d'emplois physiques leur furent attribués, même si moins rémunérés que leurs homologues humains, car après tout, c'est plus facile pour un orque. Bien des orques se sont limés les défenses et arrondis les oreilles, pour se faire une place parmi les humains et échapper à la discrimination. Ceux-là sont perçus comme des parias si percés à jour par les deux communautés. Les orques sont également perçus comme un poil plus stupides que la moyenne, mais il ne faut pas mettre de côté le facteur social et l'immense discrimination et l'accès à l'éducation auquel ils ont dû faire face. De cette oppression constante est née une culture d'outsiders, de rebelles, un esprit tourné sur la survie du groupe. Les orques se soutiennent avant tout et il y a un dicton chez eux qui dit « le sang et la famille passent avant tout, mais les défenses en premier ». Leur culture transpire dans leur musique, qui embrasse aisément le punk et le metal. Si elle a souvent été méprisée, c'est en changement depuis les années 60, grâce au dernier cadeau de Dunkelzahn qui leur a offert une langue propre, l'orzette. On a du coup vu quelques œuvres tridéo afficher des orques en personnages principaux, et des poseurs ont fait leur apparition. Des underground orques se développent un peu partout dans le monde afin de réunir ces communautés en attendant que la société les rejette moins. Naître orque, c'est être une flamme. C'est avoir une espérance de vie plus courte, c'est devoir vivre plus intensément pour réussir et avoir besoin de vos semblables pour survivre plus longtemps. Ceux qui naissent orques ont une espérance de vie de 50 ans maximum. Ceux qui le deviennent, à l'adolescence, conservent celle des humains. Les orques attachent beaucoup d'importance au fait de trouver leur place, un toit et surtout une famille, qu'elle soit de sang ou choisie. Les orques font environ 1m90, autour de 130 kg. Ils ont des canines proéminentes, des oreilles semi-pointues et une vision nocturne. Leur pigmentation est semblable des humains et va du rose au noir. Il existe 4 variants aux orques. Les hobgoblins, qu'on trouve au Moyen-Orient, les ogres, qu'on trouve en Europe, les oni qui viennent du Japon, et les satyres que l'on trouve autour de la Méditerranée. Les orques occupent actuellement 25% de la population mondiale. Et pour finir la case racisme, les trolls. N'y allons pas par 4 chemins, les trolls sont massifs. En comparaison, un orque peut sembler petit. Les trolls dépassent carrément dans une foule, et ce même sans les cornes qui leur poussent sur le crâne. Si les nains se sont intégrés facilement, parce qu'ils ne prennent pas de place, disent certains, les trolls eux cherchent encore la leur. Rien n'est fait pour vous, vous êtes tout simplement trop grand, il manque toujours de l'espace. En plus de cela, vos bras sont proportionnellement un peu plus longs, et vos dépôts dermiques tendent à repousser la majorité des gens. Les trolls ont pris ces soucis en considération et se sont adaptés. Ils ont choisi de souvent vivre dans la marge de la société, de faire leur logement dans les zones urbaines abandonnées, que ce soit par les conséquences des SIFTA, par la transition des populations dans des archéologies ou toute autre raison. Du coup, les trolls vivent dans ces endroits qu'ils ont pu aménager à leur taille, et où ils avaient enfin l'espace qu'ils recherchaient, pour leur bien-être. Et à partir de là, soit ils se contentent de regarder la société de loin, se disant que la paix qu'ils ont obtenue n'est pas si mal, soit à s'y intégrer. Même si nous ne mentons pas, à l'instar des orques, ils sont uniquement embauchés dans la sécurité ou les tâches physiques. Contrairement aux préjugés et les affirmants stupides, les trolls sont intelligents et lettrés. C'est un des avantages à vivre dans les zones urbaines abandonnées, où l'information était encore écrite et imprimée, et non encodée et à l'accès contrôlé. Les trolls aiment pour la plupart lire des livres dans leur temps libre, et nombre d'entre eux également apprécient écrire. L'écriture cursive, qui est normale pour les trolls, est perçue comme un code secret pour la méta-humanité, ayant vécu exclusivement au numérique. La calligraphie peut donc être perçue comme propre à la culture troll, et ironiquement aux élites sociales. Du rejet de la société pour leur aspect est née une volonté d'affirmation. Certains trolls font graver leurs cornes en œuvres d'art, et couvrent leur corps et dépôts dermiques de tatouages embrassant cette identité marginale. Malheureusement, le même schéma que pour les orques se reproduit également. Certains se font limer les cornes et dépôts dermiques pour avoir l'air plus humain, et se faire accepter. Les trolls font en moyenne 2,50 m pour quasiment 300 kg. Ils ont des oreilles pointues, une vision thermographique, ils sont également robustes. Il existe 4 variants aux trolls. Les cyclopes, que l'on trouve en Grèce et Méditerranée, les minotaures tout autour du bassin méditerranéen, les fomori en Irlande et les géants dans les pays scandinaves. Les trolls occupent environ 5% de la population mondiale. Et les humains dans tout ça, me direz-vous? Eh bien ils sont toujours là, ils sont toujours le métatype le plus représenté dans le monde. Comme vous l'avez constaté, l'humanité n'a pas réagi très favorablement à l'arrivée des nouveaux, mais les choses se calment, il semblerait. Non pas que le racisme ait disparu, loin de là, il a juste évolué.
Il reste encore de nombreux individus à tous les niveaux qui voient d'un mauvais œil les autres métatypes. Certains forment des gangs pour aller casser ces monstres, d'autres s'engagent dans des clubs politiques, ou alors la plupart d'entre eux ne font rien et se contentent de grimacer et se plaindre dans leur coin. Bien entendu, cette approche a son contraire. Certains essayent d'accepter et de faire fi des préjugés à plusieurs échelles. La méga-corporation Evo affiche clairement une orientation favorable aux autres métatypes et développe même des gammes en fonction. Suite au changement d'empereur, le Japon apprend à accepter davantage ces minorités. Et comme je l'ai mentionné pour les orques et les elfes, il y a des poseurs. Des humains qui modifient volontairement leur physique pour ressembler à ces métatypes et s'intégrer parmi eux. Que ce soit dans une quête d'identité, un désir de rapprochement ou alors une idolisation fanatique. Être humain, c'est globalement être le moins confronté à la discrimination et au racisme. Mais ne vous y trompez pas, il reste encore bien des raisons d'en subir. Que ce soit votre origine sociale, votre ethnie ou tout simplement votre signe. Un signe criminel vous bloquera énormément l'accès à l'emploi, tout comme un signe corpo vous attirera à l'animosité dans les ombres. Sachez toujours où vous mettez les pieds. Les humains ont actuellement deux métavariants connus, les Nartaki qui viennent d'Inde, et les Valkyries originaires de Norvège et Inde. L'humanité occupe actuellement 50% de la population mondiale.